C'est au tout premier cours d'histoire que vous avez été trompé. L'ampleur de ce mensonge est si gigantesque qu'il est tout simplement impossible pour l'esprit du citoyen lambda de l'accepter. On nous a raconté que le 19e siècle fut une ère remplie de l'odeur de la poussière de charbon, du sifflement des machines à vapeur, et marquée par les premiers pas maladroits, mais fiers, de l'humanité dans le monde industriel. On nous a dépeint des images où des ouvriers maculés, avec les outils les plus rudimentaires, créaient à la main des chefs-d'œuvre de l'ingénierie. Des chefs-d'œuvre qu'il serait incroyablement difficile, long et coûteux de reproduire, même aujourd'hui avec nos scanners laser, la modélisation informatisée et les grues les plus puissantes. Mais arrêtez-vous un instant et regardez les photographies de cette époque. Que voyez-vous sur ces clichés ? Ce ne sont pas seulement des locomotives à vapeur, ce sont de grandioses ponts en arc qui enjambent des rivières avec une précision nécessitant les calculs les plus complexes. Ce sont des gares ferroviaires gigantesques avec des voûtes ajourées, comme de la toile d'araignée, qui semblent être en apesanteur. Ce sont des bâtiments à ossature, dans l'architecture desquels le fer et la fonte jouent un rôle clé et ne servent pas uniquement d'éléments porteurs. Posez-vous une question cruciale, poignante. D'où est venu tout ce métal ? Et pas seulement du métal, mais un matériau de haute qualité, traité, standardisé. À cette époque, selon la version officielle, le principal moyen de transport était la calèche, tirée par des chevaux, et l'on n'avait même pas entendu parler de standardisation mondiale. L'industrie qu'on nous décrit se compose d'usines artisanales, lentes et inefficaces. Pour fondre les milliers de tonnes de fonte que nous voyons rien que dans la façade d'une gare, il aurait fallu brûler des millions de tonnes de charbon de bois ou de coke. Imaginez les volumes de bois qu'il aurait fallu abattre pour cela. Toute l'Europe aurait dû se transformer en une plaine dénudée et chauve. Or, elle n'est pas devenue telle. L'équilibre énergétique et des matières premières ne concorde absolument pas. Les historiens affirment, avec une imperturbabilité polie et aiguisée au fil des ans, tout cela a été conçu sur papier à la lumière des bougies, puis coulé et assemblé à la main. Mais les lois de la physique, de la chimie et de la logistique commencent à s'effondrer devant de telles déclarations. La plus grande incohérence réside dans la question de la précision. Nous parlons de milliers de poutres, de raccords et de pièces qui auraient été produits, supposément, dans différents ateliers, peut-être par différents ouvriers, sur différentes machines non standardisées. Pourtant, elles se sont ajustées au millimètre près, sans modélisation informatique, sans commande numérique CNC, sans l'équipement de mesure disponible aujourd'hui. Cela ressemble à un absurde statistique. Le taux de rebut aurait dû être catastrophique et les délais de construction auraient dû s'étendre sur des décennies. Mais cela ne s'est pas produit. Pour saisir définitivement l'ampleur de la tromperie, nous devons examiner les deux couronnes de cette absurdité technologique, le Crystal Palace à Londres et la Tour Eiffel à Paris. Ces deux structures seront nos guides dans cette investigation, car elles incarnent tous les paradoxes technologiques impossibles du XIXe siècle. Nous allons commencer par le palais. Ce n'est pas simplement un bâtiment, c'est une tromperie architecturale de 1851, qui fut érigée dans des délais impensables et incroyables. Souvenez-vous, lorsque l'histoire officielle ne peut expliquer comment quelque chose a été fait, elle commence toujours par raconter par qui cela a été fait, en insistant sur le génie d'une seule personne. Et c'est là qu'apparaît la figure du jardinier Joseph Paxton. Un homme qui a passé sa vie à construire des serres, crée soudain, comme par magie, un projet d'ingénierie pour une structure de 90 000 mètres carrés. Les délais ? Quelques mois. 4 500 tonnes de fonte de haute qualité, des dizaines de milliers de sections de verre. Montrez-moi les chaînes logistiques, montrez-moi les mines et les hauts fourneaux qui auraient fonctionné avec une telle productivité. Et le plus important, montrez-moi les milliers de charrettes tirées par les chevaux qui auraient dû paralyser Londres pour livrer ces poutres de plusieurs tonnes. Il n'y a aucune mention d'elles dans les journaux de l'époque. C'est la première et la plus évidente preuve du collapsus logistique, qui nous mène à la conclusion choquante. Ces bâtiments n'ont pas été construits, ils ont très probablement été montés ou réassemblés à partir de composants déjà prêts, laissés par une civilisation antérieure, plus développée. Mais pourquoi fallait-il les dissimuler ? Et pourquoi l'un des symboles les plus grandioses de l'époque, le Crystal Palace, a-t-il été réduit en cendres en 1936, lors d'un incendie qui semblait exiger la température d'un four industriel ? Ce n'est pas une conclusion, ce n'est que le début d'une réaction en chaîne de questions qui nous mène inéluctablement à la Tour Eiffel et à des découvertes encore plus sombres.
La plantation de questions semée par le Crystal Palace exige une moisson immédiate. Nous avons terminé sur la rapidité de sa construction. Mais examinons vraiment ce rapide. Il s'agit d'un bâtiment de plus de 90 000 mètres carrés. C'est comme une immense ville de verre sous un même toit, érigée en seulement quelques mois. L'histoire officielle tente de minimiser ce fait, reportant toute la responsabilité et la gloire sur les épaules d'un seul homme, Joseph Paxton. Il l'appelle architecte, mais quelle était son expérience réelle? Il était, pour l'essentiel, le jardinier principal. Un homme, brillant pour construire des serres et des orangeries, devient soudain l'auteur d'un projet qui exigeait des calculs de résistance, de dilatation thermique et de charge éolienne à un niveau inaccessible pour les ingénieurs de l'époque. C'est comme demander à un menuisier de construire un porte-avions moderne. L'inadéquation entre l'ampleur de la tâche et la qualification de l'exécutant n'est pas une histoire inspirante de génie autodidacte. C'est le premier signal que le projet n'a pas été créé, mais adapté ou assemblé selon des plans prêts. Mais même si l'on admet son génie, où a-t-il obtenu 4500 tonnes de fonte de haute qualité? Réfléchissez à ce chiffre. 4500 tonnes de métal pur traité. Ce sont des tonnes de minerais qu'il aurait fallu extraire du sol, et des dizaines de milliers de tonnes de charbon qu'il aurait fallu brûler dans les fours. Maintenant, regardez les statistiques. L'industrie métallurgique britannique du milieu du 19e siècle, même à son apogée, n'aurait pas pu dégager un tel volume de ressources en si peu de temps sans paralyser toutes les autres industries stratégiques. Si toutes les usines britanniques s'étaient soudainement concentrées uniquement aux besoins du Crystal Palace, la construction de navires, de ponts et de locomotives à vapeur aurait dû s'arrêter dans le pays. Cependant, cela ne s'est pas produit. Les chiffres de production industrielle que nous donnent les historiens ne laissent aucune place au Crystal Palace. Cette fonte n'était pas une simple masse, c'était un modèle de moulage parfait. Regardez les éléments conservés. Ce sont des poutres élégantes, artistiques, ajourées, avec une grande précision des détails. Et le plus important, elles sont unifiées. Des milliers, des dizaines de milliers de pièces qui devaient s'ajuster dans les rainures et les raccords avec une précision de pharmacien. À l'époque de l'ajustage manuel, lorsque chaque usine utilisait ses propres mesures et que les normes n'étaient qu'un rêve. Si ce moulage avait été réalisé selon la technologie traditionnelle de l'époque, il aurait été grossier, non uniforme, plein de défauts et aurait nécessité des mois de retouches manuelles pour chaque poutre. Mais le palais a été assemblé comme un kit de construction, en un temps record. Cela n'est possible que dans un seul cas, si ces pièces ont été fabriquées à la chaîne, à l'aide de machines de haute précision et standardisées, et à partir d'un matériau dont les propriétés surpassaient le fer pudelé ordinaire. Le plus suspect dans toute cette histoire, c'est la fin du palais. En 1936, des décennies plus tard, le bâtiment, composé d'un ossature en fonte et de verre, brûle entièrement. Un incendie qui transforme des milliers de tonnes de métal en ruines informes. La fonte ne brûle pas dans des conditions normales. Pour obtenir un tel effet, des températures disponibles uniquement dans des hauts fourneaux industriels ou lors de l'utilisation de mélanges spéciaux à combustion rapide sont nécessaires. L'hypothèse que ce fut un accident sonne comme une moquerie du bon sens. Il est beaucoup plus probable que ce fut une opération d'effacement de traces. Le palais, comme d'autres pavillons grandioses des expositions universelles, n'était pas seulement un beau décor, mais une preuve qui contenait trop de secrets technologiques de la civilisation précédente. Dissimuler les preuves et nous convaincre que nous vivons dans une ère de la vapeur maladroite, voilà le véritable sens de cet incendie soudain et dévorant. Mais si le Crystal Palace n'était que le premier signal, notre prochain sujet, la Tour Eiffel, est déjà un glas assourdissant qu'il est impossible d'ignorer. Si le palais a été assemblé à partir de pièces élégantes prêtes, la tour, avec ses 7300 tonnes de fer pudelé, démontre l'absurdité de la logistique et de l'assemblage à un autre niveau, transcendant. Si nous pensions que la précision du moulage du Crystal Palace était impossible, comment expliquer la précision phénoménale des 18 038 pièces et des 2,5 millions de rivets de la Tour Eiffel? Notre investigation se poursuit et chaque rivet recèle son propre secret non moins troublant. Nous avons laissé le Crystal Palace dans les nuages de cendres suspectes. Mais son successeur technologique, la Tour Eiffel, s'élève au-dessus de Paris comme un point d'interrogation renforcé de 7300 tonnes. Si le palais étonnait par la rapidité de l'assemblage de sa fonte, la tour est stupéfiante par son exactitude absolue et l'utilisation de ce qu'on appelle le fer pudelé.
qu'est-ce que ce matériau? Le pudelage est un processus d'obtention de fer relativement pur à partir de la fonte par le travail infernal de brassage manuel du métal en fusion. C'est une méthode incroyablement inefficace qui est physiquement incapable d'assurer l'homogénéité du matériau. Chaque élément produit de cette manière devrait avoir des contraintes internes, des inclusions de scories et une résistance variable. De ce matériau, selon la version officielle, il y a 7300 tonnes dans la tour, et elle tient toujours debout, résistant au vent, aux variations de température et à des millions de visiteurs. C'est soit un miracle, soit un mensonge sur l'origine de ce fer. Il semble beaucoup plus logique que la tour soit faite d'acier de haute qualité, déjà prêt, qui, pour les besoins de la légende, fut appelé fer pudelé du XIXe siècle. Mais le plus incroyable, c'est son assemblage. Rappelons les chiffres qui sonnent comme une condamnation de la version officielle. 18 038 pièces métalliques et 2,5 millions de rivets. Imaginez ceci. Chacune de ces pièces doit avoir des trous aux extrémités pour les rivets qui ont été percés à l'avance au sol avant d'être hissés. Ce ne sont pas juste 2 millions de trous, ce sont 2 millions de paires de trous qui doivent coïncider avec une tolérance ne dépassant pas les dixièmes de millimètre afin d'y insérer un rivet chauffé au rouge. Et tout cela sans modélisation informatique, sans machine moderne à commande numérique, CNC, sans système de mesure laser ou optique. Si les ouvriers du XIXe siècle avaient percé ces trous à la main ou sur des presses primitives, le taux de rebut, c'est-à-dire le non-alignement des trous, aurait dû atteindre des valeurs critiques. Cela aurait conduit à la nécessité d'ajuster manuellement une pièce sur deux, ce qui aurait rendu le délai de construction annoncé, 2 ans et 2 mois, absolument irréaliste. La seule explication à une telle précision phénoménale est que les pièces n'ont pas été fabriquées au XIXe siècle, mais sur un équipement capable de produire des éléments uniformes et interchangeables à l'échelle industrielle et avec une grande précision. Même les photographies de la construction elle-même soulèvent de nombreuses questions. Pour un travail aussi laborieux et incroyablement complexe, nécessitant des milliers d'ouvriers qualifiés, nous voyons un nombre suspectement faible de personnes sur les clichés. Le chantier ne ressemble pas à un creuset bouillonnant de travail manuel. Au lieu de cela, on peut souvent voir des blocs gigantesques déjà prêts, qui sont soulevés et installés, comme les pièces d'un énorme jeu de construction. Ce chantier semble trop stérile, trop organisé pour ce qui est décrit comme l'ère de la vapeur maladroite. Ce n'est pas une construction, cela ressemble à l'assemblage de fragments ayant survécu. D'un point de vue économique, la tour est aussi une absurdité. 7300 tonnes de ressources stratégiques de fer qui auraient pu être utilisées pour construire une flotte ou des milliers de kilomètres de chemin de fer ont été dépensées pour une tour inutile, une structure temporaire pour l'exposition universelle. Pourquoi un gaspillage de ressources aussi colossal et stratégique ? Si ce n'était qu'un décor, pourquoi a-t-elle bénéficié d'une telle marge de solidité et de longévité ? La réponse réside dans des fonctions qui n'ont rien à voir avec un monument architectural, mais nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, élargissons notre investigation au-delà de ces deux géants. Les preuves accumulées, une précision incroyable, une productivité métallurgique inexpliquée, des échecs logistiques et des incendies suspects indiquent un tableau global. La partie la plus effrayante de l'investigation nous attend. Le paradoxe démographique du XIXe siècle, le manque de main-d'œuvre et l'équilibre énergétique qui ne concordent ni pour le charbon ni pour le bois. Cela nous amène à penser que toute l'industrie du XIXe siècle n'était peut-être pas une façade, masquant le fait que les usines n'étaient pas des ateliers de production, mais des entrepôts de produits finis d'une civilisation antérieure et disparue. Laissant derrière nous la précision idéale de la Tour Eiffel, nous sommes obligés de nous interroger sur l'existence même de la société qui aurait construite. Les preuves que nous avons recueillies, la vitesse de construction absurde, la qualité impossible du métal et l'absence de traces logistiques indiquent notre investigation à un niveau mondial. Nous sommes confrontés au paradoxe démographique. Regardez attentivement les photographies des villes du milieu et de la fin du XIXe siècle. Elles semblent étrangement vides. Des avenues grandioses, des bâtiments majestueux, mais où sont les millions d'habitants ?
Où sont les flux denses de piétons et de calèches caractéristiques de toute grande ville? Où sont ces milliers d'ouvriers qualifiés, d'ingénieurs, de fondeurs, de mineurs, qui auraient dû faire fonctionner cette industrie bouillonnante et incroyablement complexe? On a l'impression que les villes ont été soit récemment fondées, soit, et c'est plus inquiétant, récemment peuplées. De là découle l'hypothèse d'un manque de population adulte et formée. Dans ce cas, d'où venaient les cadres capables de gérer des équipements ultra sophistiqués et de produire les pièces uniformes que nous avons vues dans le Crystal Palace et la Tour Eiffel? L'histoire officielle n'apporte pas de réponse satisfaisante, mais les théories alternatives suggèrent une catastrophe, une sorte de grand redémarrage, qui aurait entraîné la disparition de la majeure partie d'une civilisation hautement développée. Les nouvelles, jeunes sociétés nées sur les ruines n'avaient tout simplement pas le nombre nécessaire d'adultes et de personnes qualifiées. Ce déficit démographique est directement lié à l'équilibre énergétique qui ne concorde pas. Nous avons déjà dit que pour fondre des milliers de tonnes de fonte et de fer de haute qualité, il est nécessaire de brûler des millions de tonnes de combustible, charbon de bois ou coke. Si l'industrie du 19e siècle avait fonctionné aux échelles annoncées, l'Europe et une partie de l'Amérique du Nord auraient dû être écologiquement dévastées. Des montagnes chauves et des forêts brûlées. Or, cela ne s'est pas produit. Où sont les montagnes de scories qui auraient dû rester après un travail métallurgique aussi colossal? Elles n'existent pas. Cela nous mène à une probabilité effrayante. L'industrie métallurgique du 19e siècle n'était en substance qu'une fiction. Les usines qu'on nous montre n'étaient très probablement pas des ateliers de production, mais des entrepôts et des bases de réparation pour des produits finis hérités de l'époque précédente. Nous n'avions pas besoin de produire du métal de zéro. Nous le réassemblions simplement en utilisant des technologies et des matières premières étrangères. Cela explique à la fois la qualité incroyable du métal, l'absence de grandioses terrils de scories et l'énigme de la logistique. Il n'est pas nécessaire de transporter du minerai et du charbon en volume impensable si l'on opère avec des poutres déjà prêtes. Et c'est là que nous revenons aux expositions universelles, l'outil principal de dissimulation et de réappropriation de l'histoire. Ces expositions qui se tenaient dans le monde entier servaient de couverture idéale. On nous dit que les pavillons grandioses en pierre et en métal étaient des constructions temporaires, faites de plâtre et de bâtons. Mais en étudiant les anciennes photographies et les plans d'architecture, nous voyons des structures capitales et monumentales. Pourquoi? Parce que ces expositions n'étaient pas seulement des vitrines de réalisation, mais des opérations de couverture pour la destruction ou la reconstruction méthodique des villes anciennes ayant survécu, mais ne correspondant pas à la nouvelle idéologie. La construction du Crystal Palace et de la Tour Eiffel n'est peut-être qu'une simulation, une manœuvre de diversion. Le véritable travail consistait à trouver les bâtiments de haute technologie survivants de la civilisation précédente, les démonter, les renommer et détruire ceux qui contredisaient trop ouvertement le nouveau mythe de l'ère du charbon. Voilà pourquoi tant de pavillons grandioses brûlaient ou étaient démolis immédiatement après la fin des expositions. La destruction des preuves sous le prétexte de l'inutilité économique. Mais dans quel but tout cela ? Pourquoi dépenser tant d'efforts pour dissimuler le passé, pour mettre en scène l'arriération technique, pour créer le mythe des héros de la fonte ? La raison réside dans la destination même de ces gigantesques constructions métalliques que nous appelons à tort des monuments. Ils n'étaient pas des symboles de fierté, mais une partie d'un système mondial aujourd'hui hors service. Nous avons découvert que le 19e siècle est l'ère du mensonge. Le métal n'était pas produit dans de tels volumes, la population était insuffisante et les chefs-d'œuvre architecturaux étaient construits avec une précision impossible. Maintenant, pour comprendre le motif de la dissimulation, nous devons changer notre perception des objets en eux-mêmes. Le Crystal Palace et la Tour Eiffel ne sont pas de simples monuments. La première et la plus évidente preuve indiquant une catastrophe mondiale est cachée juste sous nos pieds. Dans de nombreux vieux bâtiments majestueux à travers le monde, à Saint-Pétersbourg, Paris, New York, on découvre un fait inconfortable concernant la profondeur des fondations. Des étages entiers, avec de belles voûtes, des fenêtres et même des ouvertures de portes, se trouvent profondément sous terre. Les historiens insistent sur le fait que c'est une couche culturelle accumulée au fil des siècles. Mais la couche culturelle s'accumule-t-elle en couches parfaitement uniformes et horizontales ? En réalité, ce sont les traces d'une coulée de boue
ou d'une crue catastrophique qui a recouvert les villes, enterrant littéralement des niveaux inférieurs entiers. Notre jeune société a simplement déterré ce qu'elle pouvait et l'a déclaré sien, s'appropriant les bâtiments de l'époque précédente. Cela explique pourquoi de nombreuses structures du XIXe siècle ont l'air si majestueuses, tout en étant fonctionnellement incompatibles avec les besoins de l'ère de la vapeur. Ceci nous amène à la véritable fonction des géants métalliques. La Tour Eiffel n'est pas le symbole de Paris, c'est un générateur déconnecté. La flèche de la tour n'est pas une simple décoration, c'est un paratonnerre ou une antenne classique, conçue pour travailler avec l'électricité atmosphérique, ou comme on l'appelait autrefois, l'éther. La tour, avec sa masse colossale et sa structure complexe et conductrice, faisait partie d'un réseau mondial capable d'extraire et de distribuer de l'énergie gratuite et propre. Des éléments similaires, flèches, dômes, couronnes métalliques, étaient à l'époque de presque tous les grands bâtiments, y compris le Crystal Palace avec son immense ossature métallique. Les nouveaux maîtres du monde n'avaient pas besoin d'électricité gratuite. L'énergie gratuite signifie indépendance, liberté et prospérité pour tous. Leur objectif était diamétralement opposé, le contrôle et l'asservissement par l'introduction de l'énergie payante. Le charbon, le pétrole, le gaz, ce ne sont pas de simples ressources, ce sont des outils de management. La destruction du réseau éthérique mondial est devenue le plus grand sabotage de l'histoire. La démolition des pavillons des expositions universelles, les incendies suspects du Crystal Palace et les grands incendies dans les grandes villes entre 1812 et 1850, ce ne sont pas des coïncidences. C'était la destruction des preuves et la transition méthodique de l'humanité vers une impasse technogénique. Pensez à Nikola Tesla. Ses idées sur l'énergie sans fil et gratuite ont été ridiculisées, ses projets fermés et sa documentation saisie. Il était le dernier à tenter de restaurer la technologie perdue, et sa tentative fut brutalement réprimée. Et enfin, le secret le plus sombre lié au paradoxe démographique, la reconstitution artificielle de la population. Comme nous l'avons établi, après la catastrophe mondiale, la population adulte et formée était tout simplement insuffisante. C'est là que les trains d'orphelins qui sillonnaient les États-Unis en distribuant des centaines de milliers d'enfants d'origine inconnue et les mentions de curieux pavillons pour nourrissons aux mêmes expositions universelles s'insèrent dans le tableau. C'est une hypothèse effrayante mais logique. Sur les ruines de la civilisation, un programme de peuplement a été lancé pour créer une nouvelle société docile. Nous, les gens d'aujourd'hui, sommes une civilisation cargo. Nous vivons dans des maisons majestueuses, mais nous ne savons pas qui les a construites. Nous marchons sur des ponts sans connaître leurs principes de fonctionnement. Nous vénérons la Tour Eiffel et d'autres ossatures de fer en les considérant comme des monuments d'architecture, alors qu'en réalité, ce sont des générateurs de vie déconnectés, des pierres tombales sur notre mémoire perdue et notre liberté volée. Et tant que nous ne prendrons pas conscience de ce mensonge, nous resterons de simples locataires dans des décors étrangers, contraints de payer pour une énergie qui devrait nous être donnée gratuitement. L'histoire est vivante lorsqu'elle est racontée. Abonnez-vous. Ce qui va suivre, vous ne l'avez probablement jamais entendu auparavant.